Donc du coup, parce que, alors, on va gagner un petit peu de temps dans le sens où après c'est le débriefing technique, donc en fait on a une fin qui est un peu glissante, donc Mhm. on va prendre le temps de régler les problèmes sans stresser, sans speeder. Donc moi ce que je propose déjà c'est, toi, tu Ouais. t'es présenté, Mhm. mais quelle est ta formation du coup? Alors, quelle est ma formation? Moi, j'ai passé un bac S il y a pas si longtemps que ça. Il y a 7 ans, j'ai directement enchaîné sur des études de médecine. Par chance, enfin chance, par travail aussi, j'ai eu ma première année du premier coup. Et après, j'ai enchaîné un parcours d'études de médecine classique. C'est-à-dire, en fait, un cursus de médecine, c'est une première année concours, on fait pas mal d'anatomie, mais c'est surtout de la sélection. Ensuite, on fait pendant 2 ans beaucoup de physiopathologie, donc un peu là, ce que je vous expliquais, la mécanique des organes, et puis un petit peu de sciences comme de l'histologie, qui est de la science des tissus, enfin beaucoup de matières un peu générales. Ensuite, on aborde quand même des notions de sémiologie, donc ce que je vous explique là. Et par la suite, jusqu'à la 6e année, en fait, on présente les pathologies, puis la 6e année, la prise en charge, quand on a posé le diagnostic, qu'est-ce qu'il faut faire en fait, prise en charge thérapeutique, comment s'occuper du patient qui présente telle ou telle pathologie. Et en 6e année, il y a un concours qui s'appelle l'ECN, l'examen national classant, ou classant national, et qui autrement appelé le concours de l'internat. Et donc du coup qui est national et qui, en fonction du classement, on peut opter pour une spécialité et une ville, un CHU dans lequel on part étudier. Moi, j'ai opté pour la médecine générale, dans l'optique plus tard de m'installer sans doute en cabinet. Et à Rouen. Du coup, alors Et là, moi je te j'arrive en connais. 7e année. Ouais. Moi, je te connais, je sais comment tu es, donc ça, il n'y a Mhm. pas de problème. Mais tu parlais du serment d'Hippocrate. Mhm. Quelle est ta perception, toi, par rapport à ça? Qu'est-ce que tu identifies par rapport à ces notions? Même si maintenant, par rapport au serment d'origine, bien entendu, la médecine... Il est un peu modifié par rapport mais c'est surtout de la traduction que des mots qui étaient employés autrefois, que maintenant mais- on peut plus trop employer. Je pense qu'il il sert toujours de base et que il instaure des notions très 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 importantes comme le secret professionnel, ce que tu entends. Alors je connais pas encore par cœur parce que c'est quelque chose qu'on récite plutôt à la 9e année et moi j'en suis qu'encore à la 6e, donc je l'ai pas encore appris par cœur. Mais grosso modo, ce qu'on apprend sur les lieux ou en rendez-vous ou quand tu vas en visite, c'est des choses qu'il faut taire, c'est des choses qu'il faut garder dans le secret. C'est des notions importantes. Euh, non, il y a encore beaucoup de notions et c'est un texte qui, quand on le récite bêtement, il nous passe au-dessus, mais quand on s'y intéresse, nous apporte des valeurs qui, si on les abandonne, on n'est plus humain. On n'est plus humain avec les personnes avec qui on interagit. Et puis on devient des machines et c'est là où on passe un cap. C'est une barrière morale et philosophique entre le fait de percevoir un patient comme un objet ou comme un humain, en fait. Il y a un peu de ça, mais effectivement. Mais là, on s'écarte un petit peu. Moi, je vais en revenir peut-être Mhm. plus au sujet de ce soir, donc la sémiologie médicale. Donc, je vous expliquais l'origine. euh, du coup, ouais, vous voyez là sur cette diapo, je vous avais mis les. Ah, c'est parfait là. Ouais, il y a juste celle-là qui n'était pas passée en fait. Puis Ouais. celle-là, elle est un peu rouge, bizarre. Ah ouais, non, c'est parce qu'il y a un truc derrière. On Enfin, peut. ouais, je vous avais mis du coup, voilà, le code d'Hammurabi, donc qui était une stèle qui a été retrouvée en Mésopotamie. Et en dessous, le buste d'Hippocrate sur lequel on prête encore serment. Ah ouais, c'est moche. C'est très moche. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous expliquais que la sémiologie, c'était en fait l'étude des signes. Ces signes vont être recueillis par donc pendant ce qu'on avait appelé le recueil sémiologique. Le recueil sémiologique, ça va constituer en fait ce qu'on appelle l'examen clinique. L'examen clinique, c'est en fait deux choses. Il va y avoir d'abord un interrogatoire
que je vais développer par la suite, puis en fait un examen physique. Donc un examen physique pendant lequel on va observer avec ses yeux, on va palper avec ses mains, on va taper, parce qu'on aime bien ça chez nous, et on va écouter avec nos petites oreilles. Parallèlement à cet examen clinique, il va y avoir ce qu'on a appelé les examens paracliniques, donc autour de la clinique, ce qu'on appelle également les examens complémentaires. Je vous ai mis des petits exemples en images, à la limite le texte, on s'en fout. On les classe par exemple en examens biologiques comme la prise de sang, mais aussi les imageries. Alors en bas à droite, je ne sais pas si tu reconnais, en bas à gauche, on va commencer par en bas à gauche. On reconnaît, alors je sais pas, tu as peut-être une idée. Oui, c'est une radio des poumons. Voilà, c'est une radiographie thoracique parce qu'en fait, on voit pas que les poumons, mais beaucoup appellent ça aussi une radiographie pulmonaire, par abus de langage. C'est une technologie qui utilise les rayons X et on voit effectivement des poumons on voit le cœur au milieu un peu par-dessus la colonne vertébrale et le cœur qu'on voit un peu débordé sur la gauche. Oui, alors quand on observe une imagerie, je fais une petite parenthèse sur l'imagerie parce que j'en parlerai pas par la suite, je vais me concentrer sur la clinique et pas sur la paraclinique ce soir. Donc là, je fais quand même une petite parenthèse sur l'imagerie. Quand on observe une image comme ça, il faut bien prendre conscience que le patient, on le voit face à nous. Donc sa droite est à la gauche de l'image et la gauche est à droite. Donc il est face à nous. Donc c'est pour ça que le cœur, on le voit bien déborder sur sa gauche. Les rayons X, ce sont des rayons qui pénètrent le corps et qui sont arrêtés par quand quelque chose est dense et qui va donner du coup une image blanche comme l'os. Et par contre, quand c'est pas dense comme l'air, va donner du noir. C'est pour ça qu'on reconnaît les poumons qui sont pleins d'air en noir. Littéralement, on voit à travers. Voilà, c'est ça. À droite, c'est un peu loin. Est-ce que tu vois à peu près ce que c'est ? Tout à droite à droite de la radiographie. C'est une échographie, C'est non ? une échographie, tout à fait. Une échographie d'une vésicule biliaire et voilà, qui utilise une technologie qui utilise les ultrasons. Et les deux images à droite, c'est le même examen. Est-ce que tu... Alors là, je rentre dans le domaine de l'inconnu. Ça va être à toi de me déconner. C'est pas grave, c'est un peu moins connu. C'est un scanner en fait. Ce qu'on voit à droite, c'est un scanner. Ça utilise en fait la même technologie que la radiographie, c'est-à-dire des rayons X. Simplement, au lieu de faire une incidence fixe, on va faire une incidence autour du patient à travers l'anneau qu'on voit en fait, qui est l'appareil. Une incidence. Je t'interromps juste. Une incidence. C'est l'incidence du faisceau, c'est l'angle dans lequel on envoie le faisceau de rayons X. D'accord, en fait, c'est juste le degré du réglage, et toi, tu l'appelles incidence, donc. Oui, j'utilise peut-être pas le bon mot, mais... c'est pour savoir, parce que justement, oui. c'est un mot qui pourrait prêter à confusion. Donc... D'accord. D'accord, parfait. Bon, comme ça sera plus présentable. Merci beaucoup. C'est là où on voit qu'on a une équipe qui envoie du pâté. Donc du coup, et en plus ça sera parfait pour toi, comme ça tu pourras me voir de plus près. Alors vous voyez par exemple sur l'image donc du scanner, avec donc comme je vous disais, ça fait plusieurs incidences autour du patient et grâce à un calcul matriciel, ça recoupe les données, on est capable de rassembler et de faire des coupes du patient sans avoir à le découper finalement, ce qui est magnifique. Ce qui est plutôt positif. Et voilà, ça nous donne ce genre d'image où on voit, là c'est ce qu'on appelle une coupe coronale ou frontale, et on voit le patient comme s'il était face à nous. Vous voyez les épaules en haut, le bassin en bas, on reconnaît la droite, la gauche, les poumons, et voilà. Je finis la parenthèse sur l'imagerie donc, en passant à la diapo suivante. Où là, sur la gauche, je vous ai mis une radiographie. Alors, tu vas reconnaître une main. Et c'est la première radiographie qui a été réalisée dans le monde. Est-ce que tu sais à peu près de quand elle date ? Je n'aurais absolument aucune idée, à part que c'est un cliché qui est signé à la main avec un cachet, ce qui, à mon avis, nous ramène assez loin. En fait... Et il y a un indice dans ton image. Oui, c'est sur mes notes. Mais en fait, c'est une radiographie qui date de 1895. C'est une technologie qui, pour vous dire, la radiographie a plus de 100 ans. Ça a été inventé par un physicien allemand qui s'appelle Röntgen, et l'homme sans doute le plus courageux que je connaisse, parce que la radiographie que vous voyez, il n'était pas fou, le mec, il savait pas à quoi il avait affaire, alors il a appelé sa femme, et la main que vous voyez, c'est la main de sa femme. Vous pouvez d'ailleurs reconnaître son alliance à son annulaire. Bravo le courage du mec. Et sur la droite...
Alors, vous allez peut-être reconnaître les Beatles, et j'ai associé les Beatles à l'image de scanner que je vous avais précédemment mis. Je ne sais pas si vous faites le lien. Le lien, c'est une anecdote assez sympathique. Aujourd'hui, si on est capable de passer un scanner, il faut savoir que c'est un peu grâce aux Beatles, tout simplement parce que la technologie du scanner a été inventée dans un laboratoire médical qui a été financé par la maison de disques EMI dans les années 70. Et la maison de disques EMI avait fait son argent, a produit notamment les Beatles. Donc la prochaine fois que vous passerez un scanner ou que vous aurez un ami qui passera un scanner, vous pourrez lui dire que c'est grâce aux Beatles. Diapo suivante, fin de la parenthèse sur la paraclinique, on va retourner sur la clinique. Alors, les signes cliniques, les symptômes sont recueillis par l'examen clinique, comme je vous le disais. En sémiologie, on différencie plusieurs types de signes. On va les séparer en différentes catégories. Ça peut être résumé dans un tableau à double entrée. On va avoir une première dichotomie entre les signes généraux et les signes focaux. Les signes généraux, ça va être les signes qui vont traduire le retentissement d'une pathologie sur l'ensemble de l'organisme du corps humain, tel que par exemple la fièvre, l'amaigrissement, la perte de l'appétit, qu'on va appeler l'anorexie en médecine. L'anorexie en médecine, ça veut bien dire la perte de l'appétit, à différencier de l'anorexie mentale, qui est une pathologie où on refuse de s'alimenter. Quand on perd l'appétit parce qu'on est malade, on appelle ça également l'anorexie en médecine. L'asthénie qui est en fait la fatigue. En médecine, quand on se sent fatigué, on appelle ça l'asthénie. Tout ça, ce sont des symptômes qu'on va appeler généraux, des signes généraux qui vont traduire le retentissement de la pathologie sur l'ensemble de l'organisme. On va différencier ces signes généraux des signes focaux qui sont plus propres d'un organe. Par exemple, signes focaux, je vais avoir la tachycardie, non c'est un mauvais exemple ça, je vais avoir une rougeur sur la peau à un endroit, je vais avoir lors de mon auscultation des poumons un problème, ça va être plus propre à un organe, ça va être plus localisé. La deuxième dichotomie, ça va être entre signes fonctionnels et signes physiques. Et celle-là est un peu plus complexe, donc je l'ai développée sur le diapo. Les signes fonctionnels sont les signes ressentis par le patient et qui va soit spontanément vous rapporter, parce que ça va être le motif de la consultation ou de l'hospitalisation, soit que vous allez rechercher à l'interrogatoire. Et ce sont du coup les signes que vous ne pouvez pas objectiver, tels que la douleur. Tu ne peux pas ressentir la douleur à la place du patient. C'est le patient qui va te dire qu'il a mal. Un autre exemple, la dyspnée. Alors la dyspnée, c'est un autre terme barbare de médecine. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose. Pas du tout. Pas du tout, ça m'étonne pas, c'est compliqué. La dyspnée, c'est une gêne à la respiration. C'est quand on est gêné pour respirer. Typiquement, quand tu fais une crise d'asthme, n'est-ce pas Fred, tu as du mal à respirer, tu te sens gêné et donc du coup t'es gêné pour respirer. C'est ce qu'on appelle en médecine la dyspnée. C'est quelque chose de subjectif. Je peux pas moi dire de l'extérieur, ah bah lui il a une dyspnée. C'est toi qui me dis que tu es gêné pour respirer. Les palpitations, pareil, je peux pas les ressentir pour toi. C'est une sensation vécue de sentir le cœur battre anormalement dans sa poitrine. L'asthénie, c'est ce que j'expliquais pareil tout à l'heure, c'est une sensation de fatigue. Je ne peux pas te dire t'es fatigué, c'est toi qui me dis si t'es fatigué ou pas. Ça dépend si tu parles à un membre des Geek Ferry. Oui, ça se lit sur le visage parfois. Mais il y a des faux amis. Les signes physiques, au contraire, ce sont les signes qui vont être objectivés par le médecin pendant un examen qu'on va appeler physique, donc par des tests ou par des mesures telles que la tachycardie. La tachycardie, c'est quand le cœur bat trop vite, donc soit à plus de 110 de plus de 90 pulsations minutes. Un ictère que je vous ai mis en exemple. L'ictère, c'est le mot médical pour la jaunisse quand on est tout jaune, un phénomène qui s'observe notamment dans les conjonctives. Les œdèmes, par exemple, un gonflement qu'on peut observer notamment au niveau des membres inférieurs. Diapo suivante.
Donc, l'examen clinique, son déroulement, je vous ai dit, il se déroule en 2 étapes, l'interrogatoire puis l'examen physique. L'interrogatoire, alors ça fait un peu policier. Surtout qu'en fait, tu étais occupé sur le flux 1, mais juste avant, on parlait l'interrogatoire des sorcières. Ah oui. Alors, voilà. Alors, la grande différence avec l'interrogatoire des sorcières, je suppose, c'est que notre interrogatoire à nous, il a un prérequis, c'est un climat de confiance. Sans confiance, l'interrogatoire sera foireux, il sera incomplet, le patient cachera des choses, le médecin ne va pas inspirer confiance au patient, le patient n'aura pas confiance au médecin et il va y avoir un manque de données. Et qui dit manque de données, Sherlock Holmes, tu lui enlèves ces informations, il ne trouve pas le coupable. Donc c'est pareil chez le médecin. S'il n'y a pas de confiance, une mauvaise relation entraîne souvent des mauvaises conclusions par la suite. Et D'autant que certains symptômes, en plus, sont très similaires, alors que le problème peut être totalement différent. Donc, sans hmm, une parfaite honnêteté et une relation de oui, confiance, on peut même en arriver à une erreur de diagnostic hmm, si le climat n'est pas... l'interrogatoire est considéré par beaucoup de médecins comme un des éléments le plus important du sens dans lequel. Enfin, en général, on dit qu'après un bon interrogatoire, la majeure partie du diagnostic peut être posée en fait. Si l'interrogatoire est bien fait. Donc c'est une étape vraiment importante. Dans un interrogatoire, on va classiquement donc recueillir le motif de la demande du patient, pourquoi il vient nous voir, ou pourquoi il demande pourquoi il est hospitalisé. Ce qu'on va appeler l'anamnèse en médecine. L'anamnèse, c'est rien d'autre que l'histoire de la maladie. Quand est-ce que tel symptôme est arrivé? Est-ce que c'est la première fois qu'il est arrivé ou est-ce que ça évolue par crise? Comment ça évolue dans le temps? Est-ce que c'est par à-coup, c'est en continu? Qu'est-ce qui l'aggrave? Qu'est-ce qui l'améliore? Le contexte. Tout ça, ça va être l'anamnèse. On va aussi interroger le patient sur les signes fonctionnels donc, et les signes qui peuvent être associés. Et leurs caractéristiques, par exemple, si en plus de la gêne respiratoire pour lequel il consulte, il a des douleurs, ce sont des signes qui sont en plus qu'il faut rechercher. Par exemple, s'il a mal, où est-ce qu'il a mal? Est-ce que ça irradie? Est-ce qu'il y a des choses qui le calment? Est-ce qu'il y a des choses qui empirent la douleur? Tout ça, ce sont des caractéristiques qu'on nous apprend à rechercher par signe, qui font partie de la sémiologie. On s'intéresse aussi pendant l'interrogatoire aux antécédents, les antécédents qu'on classe classiquement par antécédents personnels, antécédents familiaux. Dans personnel, on aime bien diviser en les antécédents médicaux et les antécédents chirurgicaux pour être le plus exhaustif possible. Et c'est vrai que connaître les antécédents, par exemple, quelqu'un qui vient vous voir et qui pour une gêne respiratoire, continuons l'exemple, si au cours de l'interrogatoire vous appreniez qu'il est asthmatique, ça vous aiguillera vers des pistes. Si vous apprenez qu'il est fumeur, ça peut vous aiguiller vers d'autres pistes. Si vous apprenez qu'il a des antécédents d'insuffisance cardiaque, pareil, ça peut vous donner d'autres pistes à explorer. Les traitements en cours sont importants aussi à recueillir pendant un bon interrogatoire, dans le sens où certains médicaments peuvent donner des symptômes ou au contraire en dissimuler. Par exemple, les antidépresseurs. Tout à fait. Certains antidépresseurs peuvent donner des problèmes respiratoires. Surtout les anxiolytiques en fait. Je pense aux benzodiazépines qui sont des dépresseurs respiratoires et qui peuvent donc du coup aggraver aussi. Et on va les prendre en facteur de gravité et on va garder ça dans un coin de la tête, pas plus pour la démarche diagnostique que pour aussi dans l'optique de la prise en charge, potentiellement se dire va falloir les arrêter. Mais d'une certaine manière, le travail n'est pas différent, que ce soit un organisme, un mécanisme ou autre. Réussir à comprendre d'où vient le problème, d'où vient la panne, on a forcément besoin de réussir à trouver des liaisons entre certaines situations, Mhm. certains cas. Ouais. Il y a aussi la partie psychologique. Ouais.
La partie psychologique, elle, en fait, c'est un problème qui est très dur pour un médecin qui n'a pas l'habitude de suivre le patient, d'appréhender. Parce que quand on ne connaît pas le patient, on ne connaît pas forcément, c'est pas quelque chose qui se dit, qui se dévoile, c'est quelque chose qui se crée dans la relation, que tu découvres dans la relation. Typiquement, ça va être plutôt l'apanage du médecin traitant, du médecin généraliste qui a l'habitude de voir son patient, qui le connaît bien, et lui qui va savoir appréhender justement la partie, l'aspect psychologique du patient. Et ça va faire partie de ce qu'on appelle le terrain du patient, ce qu'on va appeler le terrain du patient, et qui entre typiquement dans ce qu'on est en train de dire. Dans le terrain du patient, tu vas avoir effectivement son aspect psychologique, mais tu vas avoir aussi ses antécédents, tu vas avoir ses conditions de vie, j'allais y venir, son mode de vie. Le mode de vie, ça peut être plein de choses. Ça peut être, par exemple, pour les personnes âgées, est-ce qu'ils vivent seuls ou est-ce qu'ils ont un entourage? Est-ce qu'ils vivent, ils ont pas d'ascenseur et qu'ils habitent au 10e étage? Ou est-ce que, au contraire, ils sont au palier et tout se passe bien? Est-ce qu'ils ont des animaux de compagnie? Parce que les animaux de compagnie, ça peut avoir aussi des répercussions. Est-ce qu'ils ont les petits-enfants à la maison? Ou est-ce qu'il y a des enfants parce qu'ils peuvent transmettre des maladies? Est-ce que ils ont fait des voyages récemment? Parce que quand on fait des voyages récemment aussi, on peut trimballer des cochonneries. Et tout ça, ça peut nous apporter des informations qui peuvent être utiles pour la suite. La démarche diagnostique, pour trouver le diagnostic, et aussi pour, par la suite, la démarche thérapeutique. J'en ai fini sur ce slide. Pardon. Hop. Donc, je continue avec l'examen clinique. Et la deuxième partie, après l'interrogatoire, je vous ai dit, ça continue avec un examen physique. Examen physique, on va examiner le patient. Donc, classiquement, il commence toujours par la prise de certaines constantes, des constantes générales. On pèse le patient, on le mesure. Grâce à ça, on va pouvoir calculer un indice de masse corporelle, un IMC, qui n'est rien d'autre que le poids divisé par la taille en mètres au carré, et qui nous donne en fait une idée de l'état nutritionnel du patient, savoir s'il est dénutri ou au contraire en surpoids, voire en obésité. On s'intéresse aussi à savoir si il a de la température, ce qui peut nous orienter vers des pathologies infectieuses, inflammatoires, voire cancéreuses. La pression artérielle, en général, on va l'apprendre assez systématiquement. La fréquence cardiaque et parfois la saturation en oxygène. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout ce que ça représente. C'est un petit capteur qu'on vous met au bout du doigt avec une petite lumière rouge, bien souvent, et qui va nous donner un pourcentage. Et ça va être le pourcentage d'oxygénation des globules rouges dans le sang, grossièrement. Et donc quand c'est à 100%, on est content. Et quand ça se casse la gueule et que ça descend en dessous des 80%, il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. En fait, ça va se dérouler organe par organe, toujours sur un schéma classique qui va être en quatre étapes, avec une inspection, on regarde, une palpation, on palpe, une percussion, parce qu'on aime bien ça. Alors la percussion, c'est un peu moins connu du grand public, mais on met une main en éventail sur le corps du patient et on tape sur nos doigts et on regarde si ça provoque des sons. Ça peut provoquer deux types de sons, soit si ça sonne creux, on appelle ça un tympanisme, soit ça sonne plein et on appelle ça une matité. Et typiquement, par exemple, sur les poumons, je prendrai l'exemple tout à l'heure, ça permet, normalement, le poumon c'est de l'air, ça va sonner creux, donc d'habitude on a un tympanisme, et le jour où on le fait et qu'on a une matité, eh ben, on se dira, ah, il y a un truc, il y a peut-être du liquide. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Voilà, il y a quelque chose d'anormal. Et ça peut nous orienter vers certaines pathologies. Et enfin, la quatrième étape, l'auscultation. L'auscultation où on écoute avec un stéthoscope. Et vous voyez bien, en fait, vous remarquez peut-être que l'auscultation, contrairement à la croyance populaire, par abus de langage, souvent on pense que l'auscultation, c'est l'ensemble de l'examen du patient. Par exemple, on dit le médecin m'a ausculté pour dire le médecin m'a examiné. Et ça, c'est un abus de langage. Ausculter, très souvent, est synonyme d'examen corporel. Voilà, l'examen physique, typiquement, ce que je vous explique. Or non, il y a l'examen physique et l'auscultation, vous voyez, n'est qu'une partie de l'examen physique, dans le sens où l'auscultation, au sens médical, n'est que le fait d'écouter avec son petit stéthoscope le cœur du malade, les poumons du malade, voir son ventre et les vaisseaux sanguins,
Et c'est à peu près tout pour l'essentiel. Ouh, tu me vends du rêve. Voici donc pour ce petit précis sur l'auscultation. On va passer à la slide suivante. Alors, aux IRL, on le fera là aux IRL. Ouais. Tu veux expliquer ou ah non, bah, faut Non, être sur le alors, plateau. comment dire? En fait, on arrive sur la fin de journée et là, en fait, l'équipe technique pète un plomb, une bière à la main. Donc, du coup, on a des retours qui, à mon avis, ne viennent pas de l'IRC. Non. Alors, comme je vous le disais, l'examen physique, il se déroule étape par étape, inspection, palpation, percussion, auscultation, avec l'interrogatoire qu'on a précédemment. Et on va répéter ces 5 étapes, donc du coup, avec l'interrogatoire, organe par organe, ce qu'on va appeler appareil par appareil. Dans un examen clinique complet, qu'on ne fait rarement en médecine de ville parce qu'on va se concentrer sur les organes qu'on suspecte avec l'expérience. Mais chez les étudiants en médecine, on va en général, pour leur apprendre, leur recommander un examen clinique complet, donc qui prend énormément de temps. On fait tous les organes en commençant, enfin, en général par l'organe en cause. Par exemple, si tu viens me voir pour un problème respiratoire, on va faire l'organe respiratoire en premier, l'appareil respiratoire. Et donc du coup, voilà, on va faire l'examen cardiovasculaire, le cœur, les vaisseaux, l'examen respiratoire de l'appareil respiratoire, donc les poumons, l'appareil digestif, les intestins, l'estomac, le foie, la rate, le urologique. C'est un véritable contrôle technique. C'est ça, c'est un contrôle technique, mais j'aime pas cette analogie parce que ça fait passer le patient à l'état d'objet, un peu comme une voiture. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans beaucoup de domaines, notamment en chirurgie, où finalement, bien souvent, on a ce retour-là des patients qui se sentent considérés comme un objet. Et c'est déshumaniser la relation et la personne. Alors, je Et précise que c'est un problème, c'est un problème d'actualité. dans les mots que j'emploie, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est, je vais volontairement utiliser ces mots-là pour aussi te permettre d'avoir l'occasion de répondre sur le fait qu'il y a des amalgames. C'est vrai qu'on va rarement chez le médecin parce qu'on va bien. Ouais. Donc, il ne faut pas cumuler le fait d'avoir un examen au fait que la personne qui est en face n'est pas un être humain doté elle-même d'empathie. Voilà. Quitte à s'en faire du mal, d'ailleurs. Donc je continue sur ma slide. Donc voilà les différents appareils. Alors je les explique. Bon, urologique, c'est le pipi, c'est la vessie, c'est la prostate chez les hommes. Voilà. L'urètre chez hommes et garçons. Et puis c'est les reins aussi. Avec la néphrologie aussi, qui est plutôt le côté médical et l'urologie plutôt le côté chirurgical, on va dire. L'orthopédie, alors souvent les gens ont du mal, sauf s'ils ont eu affaire à un orthopédiste. L'orthopédie, c'est le domaine de l'appareil locomoteur. En fait, tout ce qui va permettre au corps de se tenir debout et de pouvoir marcher. Donc ça va comprendre quoi? Ça va comprendre les os, donc tout ce qui va être fracture, les tendons, les ligaments, les muscles. Un peu grosso modo. En gros, ça va être ça. Son cousin, donc le rhumatologue, l'examen rhumatologique, qui lui va s'intéresser aux articulations. Donc l'articulation, c'est un peu l'engrenage entre les os, ce qui permet d'avoir de l'amplitude de mouvement, on va dire ça comme ça. Dermatologique, c'est la peau, vous connaissez. ORL, otorino-laryngé, c'est tout ce qui tourne autour du cou, les sinus, l'oreille, la gorge. Pour faire vulgaire, enfin vulgarisator, on va dire ça comme ça. Ophtalmologie, bon bah c'est les yeux, vous connaissez. Et puis bien sûr, j'en passe, hein, j'ai pas tout défini. On peut citer l'endocrinologie qui est plus sur les glandes, par exemple le pancréas, les glandes surrénales, la thyroïde, voilà. Je vous ai mis un petit exemple, par exemple pour l'appareil. On va prendre l'exemple de l'appareil respiratoire. Alors si je prends l'appareil respiratoire, on a par exemple les signes fonctionnels. Ce que je disais, les signes ressentis par le patient, que le médecin ne peut pas utiliser. Donc qu'on va recueillir par l'interrogatoire. On va demander, est-ce que le patient a mal? Je vous ai dit, il y a la douleur. L'appareil respiratoire, ça se passe grosso modo au poumon, donc le thorax. Est-ce qu'il y a des douleurs dans le thorax? Est-ce qu'il y a une dyspnée? C'est le terme que je vous expliquais tout à l'heure. C'est les difficultés à la respiration, la gêne à la respiration.
Est-ce qu'il n'y a pas une toux? Est-ce que voilà, le patient ne présente pas une toux? Est-ce que pendant sa toux, est-ce qu'il n'y a pas des expectorations? Les expectorations, ce sont des crachats, hein, c'est des glavios. On fait de la médecine, hein, la médecine c'est sale, préparez-vous. Donc expectoration, et puis on va plus loin. Il y a tout ça, il y a les caractéristiques, par exemple la douleur, la localisation, l'irradiation, etc. L'expectoration, c'est avec la couleur. Quelle couleur c'est? L'aspect, est-ce que c'est mousseux? Est-ce que ça colle? En plus, est-ce que la couleur, on est très poétique. Est-ce que c'est rouillé? Est-ce que c'est saumonné? C'est très imagé le monde de la médecine. Ok, Et par rapport à ça, d'ailleurs, je voudrais juste te poser une question. bien C'est sûr. la partie, je reviens sur la partie psychologique, mais le Mhm. ressenti de la douleur, par exemple, est quelque chose qui est très différent d'une personne à l'autre Ouais, pour une même blessure. Je prends ouais, l'idée. bien sûr. C'est pour ça que c'est Quelque subjectif. chose Mm. sans gravité, une épine. Mm. Des personnes qui ont dit Mhm. oh, rien à foutre, Mhm. voilà, et qui vont continuer, ça ressortira tout seul à Mhm. l'occasion d'un lavage de main ou de l'épiderme qui fait son travail, et des personnes qui vont Ouais. pas pouvoir prendre un objet Mm, tant mm, qu'ils mm. auront toujours une épine dans le doigt. Ouais. Hmm. Après, Ok. ouais. Ah, cool, 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 cool. Merci, merci beaucoup. Le temps que ça monte au cerveau. Ouais, tout à fait. Après, on a toutefois des outils pour évaluer quand même la douleur et essayer au mieux d'appréhender, qui vont essayer d'objectiver, notamment avec des échelles numériques. Par exemple, on va demander de 0 à 10 combien vous avez mal, ou alors chez les gens qui peuvent pas s'exprimer, on a des échelles pour regarder sur le visage, les traits, savoir s'ils sont crispés. Mais c'est vrai qu'on se mettra jamais. Et puis, ce qu'on nous enseigne, c'est de ne jamais remettre en cause quand un patient nous dit qu'il a mal. Faut le croire. C'est notre boulot de le croire. En fait, C'est c'est plutôt dans le sens, je pense que c'est pas forcément dans le sens de quelqu'un qui a mal, parce que du coup, il y a un problème avéré. hmm, Quand bien même il ne serait que psychologique, il demande de l'aide. ouais, Par hmm, contre, hmm. c'est la personne qui ne va pas Le dire. Ouais, le dire ou ouais, qui va hmm, dire qu'elle n'a pas mal, alors que hmm, manifestement, il y a un problème qui peut avoir un différent hmm, niveau de gravité. Presque sans plainte, c'est vrai qu'il est difficile pour nous d'intervenir, mais ouais. Après, c'est selon si on connaît bien la personne, je pense. Et c'est là aussi où l'importance d'un suivi régulier par un médecin, ce qu'on appelait autrefois le médecin de famille, ce qui est maintenant plus un médecin généraliste, un médecin traitant, est important. Est-ce que par exemple quelqu'un que vous voyez occasionnellement en structure hospitalière pourra moins faire? Mais ça, après, c'est un autre débat et c'est des problèmes. Bon, c'est d'autres problèmes. Je vais continuer parce qu'on me dit qu'il reste pas énormément de temps. Si je veux avoir le temps de tout faire, mais on est bien là normalement. On a un petit peu de marge si on a besoin, parce qu'on a Oui, commencé en retard et oui, tout on va peut se bien. permettre. On peut Un se tout permettre. petit peu. Donc, j'en étais aux expectorations, le truc bien sale. Alors, son cousin, l'hémoptysie. Dans l'hémoptysie, tu retrouves M qui va être un peu tout ce qui est sanguin en médecine. C'est quand en fait tu craches du sang. C'est pas bon signe en général. C'est Non, pas bien. c'est pas censé Donc, passer pendant par l'effort là. de tout. Quand tu craches du sang, pendant l'effort de tout. C'est pas censé passer par là. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose que tu vas rechercher à l'interrogatoire. Le hoquet, ça peut en faire partie, les ronflements, et quelque chose d'un peu plus cocasse, les somnolences diurnes. Diurne, qui est un terme qui s'oppose à nocturne. Diurne, c'est qui... Private joke. Euh, c'est- Bref. Somnolence diurne, donc des somnolences pendant la journée. Qui on rattache à l'appareil respiratoire, notamment à cause d'une pathologie qui s'appelle le syndrome d'apnée du sommeil. Ce sont des apnées la nuit, donc qui perturbent le sommeil réparateur, et donc du coup, bah, et donc une pathologie respiratoire. Et du coup, la journée, bah, tu dors, t'es crevé, tu t'endors n'importe où. Et tu ronfles beaucoup, pour ça aussi qu'on l'associe au ronflement. Donc ça, c'est pour l'interrogatoire, pour l'appareil respiratoire. Et ensuite, on enchaîne sur un examen physique. Donc les signes physiques, je vous ai remis les étapes. À l'inspection, avec nos petits yeux de Sherlock Holmes, on va rechercher par exemple l'ampliation thoracique. Donc est-ce que le thorax s'agrandit bien quand on respire, ou est-ce qu'il y a un petit problème? Ça se mesure. Est-ce qu'il n'y a pas une distension thoracique, par exemple, quand dans certaines pathologies, on a un piégeage de l'air dans le thorax, bah, on finit par avoir un thorax qui ressemble à un tonneau. Véridique. La cyanose, on retrouve la racine cyan qui est plutôt associée au bleu. Cyanose, c'est quand on devient un peu bleu des extrémités, notamment au niveau des ongles, au niveau des lèvres. Voilà, c'est quand en fait, il n'y a pas assez d'oxygène, le sang n'est pas assez oxygéné.
Ça peut donner ce genre de manifestation, c'est assez courant. Même vous voyez que des fois, quand on a froid, on peut avoir des cyanoses, des fois aux extrémités. Un hippocratisme digital, c'est l'image que je vous ai mis en bas à droite. Vous reconnaissez des doigts peut-être, qu'on voit en fait en ce qu'on appelle une déformation en baguette de tambour. Le bout des doigts est un peu arrondi, et dans hippocratisme, vous reconnaissez peut-être le nom d'Hippocrate, et vous voyez bien que la sémiologie, ça ne date pas d'hier, parce que c'est un signe qui a été décrit par Hippocrate, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, et voilà, qu'on retrouve notamment dans plusieurs pathologies pulmonaires, mais pas que, puisque on peut retrouver ce signe-là dans des pathologies hépatiques, des pathologies autres. Donc voilà, une déformation des doigts, ce qu'on appelle en baguette de tambour. Bon, on reconnaît un peu la forme. La palpation, on va palper notamment les vibrations vocales. Ça vous inspire peut-être pas grand-chose, mais vous allez reconnaître quand je vais vous en parler. C'est le médecin qui place ses mains dans le dos du patient et qui dit au patient de dire 33. Alors pourquoi il demande à dire 33? Parce que quand il dit 33, il va y avoir un bruit qui va partir du laryngé, qui va se transmettre dans tout l'arbre l'arbre bronchique, et qui va se transmettre dans le poumon et jusqu'à la paroi thoracique. Et quand on met nos mains dans le dos, vous pourrez essayer chez vous si vous avez un partenaire ou une partenaire, effet garanti, vous lui demandez de dire 33 et vous sentez des vibrations, normalement des deux côtés. Et si jamais on sent une diminution des vibrations d'un côté ou de l'autre, ça nous oriente, ça nous dit qu'il y a un obstacle en fait entre le poumon et la paroi thoracique, tout simplement, qui peut être de l'air ou un liquide, et qui nous oriente donc vers des pathologies, si l'air par exemple un pneumothorax, si c'est un liquide, une pleurésie. Voilà, je vous balance ces termes, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ce n'est pas le sujet. La percussion, comme je vous ai expliqué, on met la main sur le patient, on tape sur les doigts et on regarde si ça sonne plein ou si ça sonne creux. Donc plein, c'est une matité, creux, c'est un tympanisme. Et l'auscultation avec notre fameux stéthoscope, et on peut écouter divers bruits. Alors, je vous ai mis des exemples de ce qu'on peut entendre avec un stéthoscope quand on écoute des poumons. Est-ce qu'on peut lancer? Est-ce que c'est à moi de cliquer du coup? Je vais essayer. Ah, vas-y. Bah alors, vas-y, je te l'ai. Si tu peux cliquer sur murmure vésiculaire, s'il te plaît. Si j'ai un alien qui perce mon thorax, il me semble qu'il perce plutôt l'abdomen. À vérifier, j'ai plus les images en tête. C'est grave, oui, c'est grave. Consulte. Murmure vésiculaire. Alors, si vous l'entendez, c'est ça, il y a vésiculaire dedans. C'est ça. Tu le lances et vous allez entendre inspiration, expiration. Et ça, c'est ce qu'on entend normalement quand on écoute un patient. Alors, je vais me taire un peu, histoire que ça défile. Voilà, je vais partir du principe que vous l'avez entendu. Et Juste, je voulais te poser une oui. question. Vésiculaire, c'est pas un blockbuster? Non, murmure vésiculaire, je serais même incapable de dire pourquoi on appelle ça comme ça. C'est le bruit de base qu'on entend, ce que vous venez d'entendre. On entend l'inspiration, l'expiration, et voilà, c'est le bruit normal. Et alors on vérifie normalement qu'on l'entend bien des deux côtés, de manière symétrique et bilatérale. Voilà, c'est les deux termes qu'on aime bien associer au murmure vésiculaire. Et voilà. On peut donc écouter des bruits normaux, mais aussi des bruits anormaux dans certaines pathologies, comme des souffles ou des crépitants. Et là, alors, tu vas trouver un dossier où il y a marqué clocks, curts, ou un truc comme ça. Excusez mon accent. C'est l'accent geek. C'est le plus bel et le plus sexy accent du monde. Voilà. Alors, et là, Je sais pas pourquoi l'accent du sud est on va remonté. lancer le son. Et alors, toujours dans la poésie, vous allez entendre comme des bruits de pas dans la neige. Voilà. Alors, là aussi, je vais partir du principe que vous les avez entendus. Ce sont des crépitants, donc des anomalies qui prouvent, pour certains, la présence de liquide dans les alvéoles pulmonaires, donc les petits sacs qui se trouvent à la division extrême de nos poumons, qui nous servent en fait aux échanges gazeux. Et quand il y a du liquide dedans, bah, c'est pas bon, notamment lors de soit d'œdème, ce qu'on appelle l'œdème pulmonaire, soit lors de pneumonie, quand on a une infection au niveau du poumon et qu'il y a du pus. Parce que le liquide peut être du pus. On peut entendre ce genre de petits pas dans la neige, ou alors on parle aussi de quand on fait chauffer du sel dans une poêle, ça crépite, voilà, des crépitants.
Je vous ai mis un autre son, les sibilants, mais en fait, je pense qu'on ne va pas avoir le temps. Je vais essayer plutôt de foncer. Les sibilants, si vous êtes curieux, vous pourrez les mettre sur Internet et vous verrez, ça souffle. C'est un sifflement qu'on peut entendre notamment dans l'asthme, dans les crises d'asthme. L'auscultation, un dernier petit mot, c'est en fait, on dit que le père de l'auscultation, c'est René Laennec, un médecin français, breton, je tiens à le signaler quand même, breton de cœur. Et donc on le considère comme le père de l'auscultation. Il a inventé, alors tu vois le stéthoscope, les premiers stéthoscopes, en fait il avait roulé la légende, il a roulé un papier journal et puis il a écouté. On voit les premiers stéthoscopes qu'il utilisait aussi un peu en tube en bois en fait. Et sais-tu pourquoi il l'a inventé? C'est une question piège, hein. Je me doute que tu n'as pas la réponse, mais en essayant de raisonner. Bah, en fait, Le stéthoscope, ouais. en fait, dans une conception moderne maintenant de la médecine, je veux dire, l'invention du stéthoscope, ça fait tellement partie maintenant de l'univers. C'est le symbole du médecin maintenant. Voilà, c'est même, oui, d'ailleurs, c'est très souvent identifié comme le symbole de la responsabilité du médecin. Comme quoi, c'est vraiment, c'est le symbole même de son autorité. Donc, du coup, je ne sais même pas d'où ça vient. Il a pas, ça vient de Laennec qui, en fait, s'en servait pour pouvoir écouter les poumons, pour pouvoir entendre. L'auscultation existait déjà avant, en fait. Sauf que pour écouter le corps humain, il devait poser l'oreille directement sur le corps du patient. Sauf que, la pudeur se faisant, certaines femmes et certains messieurs ne voulaient pas que leur femme se fasse ausculter de manière si intime. Et donc du coup, pour raison de pudeur, pour écarter le médecin du patient, peut-être aussi par raison d'hygiène, je ne sais pas, ils ont inventé le système de membrane qui permet d'écouter sans avoir à s'approcher de trop près du patient. C'est par pudeur, pour respect envers le patient, qu'on a inventé le stéthoscope. Et le stéthoscope qui a évolué jusqu'à la forme classique qu'on connaît aujourd'hui. Là, en bas à gauche, je vous ai mis les différents points d'auscultation quand on écoute un chœur. Quand on écoute un chœur normal, on peut essayer de lancer le son. Vas-y, je te laisse le lancer. Chœur normal, je sais pas si t'as un truc qui s'appelle chœur normal. Bruit du cœur, ça me plaît bien, bruit du cœur. Ça fait boum boum. Il met du temps à venir, je crois. Ça a fait boum boum. Ça fait boum boum. Voilà, alors ça c'est ce qu'on peut entendre un cœur normal en bonne santé, si c'est bien le bon son. Et sais-tu pourquoi les boum en fait? Parce que ça fait boum. Parce que ça fait boum. Parce qu'il y a des petites explosions, mais des petites bombes. Non, Michael Bay. En fait, un cœur, c'est quoi? C'est 4 ventricules, 4 cavités qui communiquent avec des valves. En fait, ces valves, elles s'ouvrent, elles se ferment. Et en fait, quand elles se ferment, elles provoquent un bruit. Et le boum boum, ce sont le bruit provoqué par la fermeture de ces valves. Il y a 4 valves, mais elles se ferment 2 à 2. Et c'est pour ça qu'on entend 2 booms. Voilà. Ces booms, donc on peut les entendre de façon normale, mais quand il y a une perturbation au niveau de ces valves, que le flux sanguin ne se fait pas normalement, on peut observer des anomalies, notamment des souffles, en fait, ce qui sont des perturbations du flux sanguin à travers les valves. Je vous avais mis des sons, mais là je suis un peu à court de temps, donc si vous êtes curieux, vous pourrez, en tapant souffle, par exemple aortique, parce que chaque valve a un petit nom, il y a la valve aortique, la valve pulmonaire, la valve tricuspide et la valve mitrale. Si vous voulez vous intéresser à ce que ça peut donner un souffle, faut être un peu mélomane, hein, parce que c'est pas toujours évident, même pour nous, de bien les entendre. Mais il y a des bruits entre les booms. Et les bruits, en fait, on apprend à les différencier en sémiologie. T'en as, par exemple, le rétrécissement quand la valve est trop courte, trop petite, ce qu'on appelle un rétrécissement. Par exemple, la valve aortique, quand elle est trop petite, on va décrire le souffle comme étant rude, râpeux. Ça va faire un voilà, entre les boum boum. C'est assez caractéristique. Il y a d'autres souffles, par exemple plus en jet de vapeur. Et un bon médecin, un bon cardiologue notamment, avec l'oreille, avec le timbre du souffle, saura dire ah bah ça c'est telle pathologie, ça c'est telle pathologie, et après ça sera confirmé par une échographie, par ce genre d'examen.
Ce qui est passionnant avec ça, c'est que du coup, la médecine, c'est quand même une science extrêmement développée, Mhm, la recherche ne s'arrête jamais non plus, etc. mhm. Mais au final, le diagnostic se fait quand même tout à l'oreille. Il peut se faire essentiellement à l'oreille sur certains points. Après, bien sûr, autant fut un temps où on n'avait que l'oreille, autant maintenant on a d'autres moyens, tels que l'échographie par exemple pour le cœur, qui est quand même bien pratique. Mais justement, on pourra en parler plus tard. C'est pas sous prétexte que maintenant on a des nouvelles. Bon, pas plus tard. Bon, on verra pour une prochaine fois. Je défile. Alors, les syndromes, maintenant qu'on a collecté grâce à l'examen clinique ces symptômes et ces signes, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'on on va avoir des symptômes et ça va pas nous donner nos seins, les seins des seins, les seins des syndromes. Les syndromes, un syndrome, qu'est-ce que c'est? Un syndrome, on va pouvoir classer les symptômes en syndromes. Un syndrome, c'est un rassemblement de symptômes qui va nous orienter vers soit une pathologie, soit un groupe de pathologies ou de causes en fait qu'on peut appeler étiologie. Une étiologie en médecine, c'est une cause. Voilà. Je vous ai donné des exemples de syndromes. Le syndrome méningé, par exemple. Le syndrome méningé qui est l'association de plusieurs signes. Les céphalées qui sont des douleurs de la tête. Quand on a mal à la tête, on a des céphalées. La raideur de nuque, quand on a la nuque raide. Nausées, vomissements. Ça, vous connaissez. Photophonophobie. La phonophobie, c'est une gêne au son. Par exemple, quand je vous parle, vous allez avoir peut-être plus mal à la tête, vous allez être gêné. Et ouais, ça te le fait, ouais. Pas étonnant. Et la photophobie, c'est la même chose avec la lumière. La lumière nous fait mal à la tête. Du coup, on ferme les yeux, on se met dans le noir, et voilà. L'association de tous ces signes-là, ça nous donne un syndrome méningé. Le médecin est habitué à reconnaître et à les regrouper. Et du coup, il sait que quand on a ça, on a un syndrome méningé, ça traduit une inflammation des méninges. Les méninges, c'est quoi? C'est le sac qui entoure le système nerveux central. Le système nerveux central, c'est quoi? C'est l'encéphale, le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral et la moelle épinière. Donc tout ça, c'est entouré d'un sac, les méninges. Et quand ce sac, il est inflammé, il est agressé, il y a un syndrome méningé. Il peut être agressé par quoi? Par une infection, une méningite par exemple, ou par un saignement, une hémorragie méningée qu'on peut avoir par exemple d'une rupture d'anévrisme. Bon, je vais un peu loin, mais ça peut être marrant à expliquer par la suite. Un autre exemple, le syndrome grippal qu'on a tous expérimenté, je pense au moins une fois dans sa vie, qui associe la fièvre, les frissons, encore une fois les céphalées. Les myalgies, on retrouve l'algie qui en médecine, ça sera toujours une douleur, et qui vient de myo, qui veut dire le muscle, donc myalgie quand on a des douleurs musculaires. L'atout, l'asthénie, que je vous ai expliqué tout à l'heure, la fatigue. L'anorexie, alors là encore, anorexie au terme médical, et puis il n'y aura pas que 3 minutes. Médical, donc anorexie, à différencier de l'anorexie mentale qu'on refuse volontairement ou pathologiquement de s'alimenter. La anorexie, c'est on a une perte de l'appétit. Le syndrome parkinsonien, bon, je vais passer. C'est juste pour le principe, c'est une triade parce qu'en médecine, on aime bien mettre les signes par 3. Deux notions que je voulais vous présenter sur les signes, c'est les notions de sensibilité et de spécificité. Oui, on est dans la médecine, on est dans le crade. La spécificité... et encore, c'est correct, c'est une joue, hein, c'est une face interne de joue. J'aurais pu mettre pire. La sensibilité et la spécificité. La spécificité, on dit qu'un signe en sémiologie est spécifique quand il oriente fortement à une pathologie. Par exemple, je vais faire un exemple par l'inverse. L'atout, ça nous oriente pas particulièrement vers une pathologie. L'atout, on le rencontre fréquemment dans plein de pathologies. On va dire que l'atout est un signe peu spécifique. À l'extrême, si un signe est spécifique que d'une pathologie, donc quand on a le symptôme et que ça nous signe forcément le diagnostic, on a un mot spécial pour ça, on dit qu'il est pathognomonique de la pathologie.
Typiquement, là, je vous ai mis en exemple le signe de Koplik, qui en fait des petites taches qu'on observe à la face interne de la joue. Alors là, vous reconnaissez peut-être ou pas l'intérieur d'une bouche, la face interne d'une joue. On voit des dents en haut, en bas, et le truc que vous voyez en bas, c'est un abaisse-langue. Pour ceux qui ont l'œil, on voit des petites taches un peu blanchâtres, un peu bleuâtres sur l'intérieur de la joue. Ça, c'est ce qu'on appelle le signe de Koplik, et donc du coup qui signe forcément la rougeole. Ça peut pas être autre chose. On dit que c'est un signe pathognomonique. L'autre notion que je voulais vous présenter, c'est la sensibilité. Où je diminue un peu le débit. On a le temps? Non. Bon, je vais le prendre quand même. Mais je vais le prendre quand même. La sensibilité, c'est un signe. C'est quand un signe, en fait. On dit qu'un signe est sensible quand on a la pathologie. Il est souvent présent. Voilà. Typiquement, quand je vous ai mis un signe, quand on a une embolie pulmonaire, c'est en fait souvent un petit caillot de sang qui va partir par exemple d'une phlébite, donc d'une veine dans une jambe fréquemment, et qui va se détacher, qui va aller dans le système veineux, qui va remonter jusqu'au cœur, puis dans le système pulmonaire, et qui va boucher les artères pulmonaires. Et ça peut être grave. Et typiquement, on va avoir une tachycardie, une augmentation du rythme cardiaque réflexe, et assez fréquemment. Et donc du coup, on va dire que la tachycardie est un signe sensible dans l'embolie pulmonaire. Voilà pour ces deux notions que sont la sensibilité et la spécificité. Ces signes, une fois que le recueil sémiologique est effectué, on va pouvoir les consigner par une trace écrite dans ce qu'on va appeler le dossier médical du patient, donc à travers une observation médicale, qui aura toujours un plan schématique qui va reprendre tous les éléments qu'on a vus par ailleurs, mais en ajoutant par exemple la date, très important si on veut s'y retrouver par la suite, l'identification du patient, l'identification du médecin. C'est de la paperasse, mais c'est nécessaire. Le motif, donc tout ce qu'on a recueilli par précédemment, le motif de consultation, d'hospitalisation, les antécédents, le traitement, le mode de vie, l'anamnèse, qui, je vous rappelle, est l'histoire de la pathologie. L'examen physique, donc comme on a expliqué, appareil par appareil, organe par organe. Les résultats éventuels des examens complémentaires paracliniques, si on a passé un ECG, une imagerie. Voilà. Et en fait, on va du coup quand même conclure en disant, en rassemblant tous les symptômes par les syndromes et les hypothèses diagnostiques qu'on peut en tirer. Et on terminera par du coup mettre par écrit la conduite thérapeutique et la prise en charge du patient qu'on peut lui proposer. Soit la conduite thérapeutique, soit la conduite diagnostique, parce que peut-être que le diagnostic à ce stade-là n'est pas encore posé et qu'il faudra élaborer une stratégie pour pouvoir le poser par la suite. Et parfois, il est inutile de faire un diagnostic précis et on passera directement à la thérapeutique, ce qui est possible aussi. Alors là, j'avais fait un petit cas pratique. Est-ce qu'on me laisse 3 minutes? 3 minutes, on n'est plus à ça près. Alors là, j'avais fait un petit cas pour mettre en pratique tout ce qu'on vient de voir sur un jeune homme de 16 ans, donc lycéen sans antécédents particuliers. Ouf, c'est pas moi. C'est pas toi, oui, un peu jeune pour... Bon, il est adressé aux urgences de la ville de Dieppe vers 11h du matin parce que dans la nuit, voilà, il a ressenti des céphalées violentes. Alors les céphalées, je le rappelle, ce sont des maux de tête qui sont apparus d'un coup dans la nuit et 2 épisodes de vomissement. Une fièvre à 39 degrés. Et à l'examen clinique, on constate que le patient est conscient. Il a un Glasgow à 14. Le Glasgow est un score de conscience donc qui va de 3 à 15. 3, le patient est dans le coma. 15, c'est vous et moi. C'est un score qui évalue l'ouverture des yeux, la réponse verbale, la réponse motrice. On peut penser que là, à 14, le patient, on a dû lui demander d'ouvrir les yeux pour qu'il ouvre les yeux. Peut-être qu'il avait les yeux fermés spontanément. Mais grosso modo, il est plutôt conscient. Avec un état général altéré, l'état général, je vous l'ai un peu parlé tout à l'heure, c'est l'association des 3A, anorexie, asthénie, amaigrissement. Donc l'anorexie, on en a parlé tout à l'heure. L'asthénie, la fatigue. Amaigrissement, vous connaissez. Une raideur de nuque,
franche, et on remarque que la lumière de la chambre est éteinte, de sa chambre d'hospitalisation, et que quand on lui parle, il grimace. Donc là, je peux te demander à toi, Théo, pour te faire participer, parce que tu n'as pas trop parlé. Donc, là, j'ai mis des signes en gras. Est-ce que, par exemple, tu peux me dire si ce sont des signes fonctionnels ou des signes physiques, si tu as bien écouté ce que je t'ai dit. Les céphalées, à ton avis? C'est pas grave, hein, je me doute que avec mon débit de parole, avec tout ce que j'ai pu raconter, je me doute que... Ouais. Non, en fait, c'est surtout qu'il faudrait surtout que je mette à jour mes lunettes pour pouvoir faire ça. Alors, mais dans l'ensemble, je dirais qu'il va mal. Oui, voilà. C'est un lupus. Non, nous allons voir que ce n'est pas un lupus. On va décortiquer ça ensemble. Alors, céphalée, comme je disais, ce sont des douleurs. Les douleurs, c'est quelque chose que le patient ressent. On ne peut pas le ressentir à sa place. Est-ce qu'il a perdu une partie de Counter-Strike? C'est possible. Donc céphalée, c'est un signe fonctionnel. Signe fonctionnel plutôt focal, plutôt partie neurologique, c'est la tête. Nausées, vomissements. On va considérer que c'est... alors s'il te dit « moi j'ai vomi pendant la nuit », peut-être toi tu n'étais pas là pour le voir, signe fonctionnel. Si il vomit devant toi, là c'est objectivable, on va plutôt balancer ça dans le signe physique. Même si classiquement c'est plutôt considéré comme un signe fonctionnel. On sait surtout ce qu'il a mangé. La fièvre, c'est pour toi un signe objectivable ou un signe ressenti? Ça, en fait, là, on te dit à 39 degrés. La fièvre est objectivable, voilà. Car elle est constatable. Voilà, en fait, ça fait partie, lors de l'examen physique, des constantes qu'on prend. On prend la température. C'est une mesure que le praticien prend sans besoin de l'intervention du patient. Il peut te dire qu'il ressent des symptômes dus à la fièvre. Mais alors classiquement à l'hôpital on le prend pas on prend sous le bras. Ça on va jamais finir. C'est eux qui cherchent qu'on soit en retard. Vas-y calme. Non mais moi aucun scrupule. Donc du coup la fièvre effectivement c'est un signe physique et général. Ça représente la répercussion sur l'ensemble de l'organisme et pas sur un organe en particulier. Non, ce n'est pas une gueule de bois. Continuez à faire vos propositions. Vous avez bien écouté mon diapo, ça fait plaisir. Donc du coup, j'en ai où l'état général altéré, comme son nom l'indique, je vous ai dit de toute façon c'est quoi? C'est anorexie, asthénie, tout ça ce sont des signes généraux. Et anorexie c'est une perte d'appétit donc fonctionnelle puis subjectif. Asthénie, anorexie, c'est le même combat. Amaigrissement, ça par contre, on peut l'objectiver. Ça fait partie des constantes. On pèse le patient pour peu qu'on ait un poids antérieur. C'est objectivable. On va mettre plutôt ça dans les signes physiques. C'est autant de mesures qui peuvent être constatées sans avoir besoin de passer par l'interface de l'historique verbal du patient. Non, oui, voilà, c'est pas quelque chose qu'on aura à l'interrogatoire, sauf pour le poids de base. Mais le poids actuel, tu le mesures. La raideur de nuque, c'est pas pour le patient on peut te le dire, mais nous on a des tests, on sait quelle manœuvre faire pour confirmer qu'il y a une raideur de nuque pendant l'examen physique. Par exemple, on va demander au patient s'il peut toucher le thorax avec son menton ou ce genre de choses. Et on va lui faire certaines choses. Alors après, je propose qu'on teste la vivisection. Donc c'est un signe physique. La lumière, ça j'ai pas mis en gras donc on va pas en parler. Donc est-ce que ça te fait penser à un exemple de syndrome que je t'ai parlé tout à l'heure ou est-ce que j'ai été trop vite? Est-ce que c'est de la farine? Non, ce n'est pas de la farine. Tout à l'heure je vous ai parlé d'un syndrome, dans les syndromes que je vous ai parlé d'un syndrome grippal. Est-ce que ça te fait penser à une grippe? Pas tellement, on n'a pas de myalgie, on n'a pas de frissons, on n'a pas de toux. Les nœuds, non, ça me plaît pas. La raideur de nuque, ça colle pas. Non, dans les syndromes que je vous ai parlé, il y avait le syndrome méningé. Et donc, si on rassemble tous les symptômes qu'on voit là dans ce cas pratique, effectivement, on retrouve ceux du syndrome méningé, à savoir les céphalées, nausées, vomissements, la raideur de nuque et les myalgies, ils sont pas. La fée. Je ne le dirai pas à voix haute. Et donc là, avec la lumière dans la chambre qui est éteinte, pour Sherlock Holmes, c'est un indice
Il se dit, tiens, lui, s'il a éteint la lumière dans sa chambre, c'est qu'il est gêné, c'est qu'il y a une photophobie. Et que si grimace quand je lui parle, c'est qu'il est gêné. Pour Sherlock Holmes, il dira, non, ça, c'est une phonophobie. Donc, on retrouve en fait tous les éléments du syndrome méningé. Après, j'ai dit dans le syndrome méningé, ça va possiblement nous orienter vers des causes, donc les inflammations de la méninge. Et j'ai dit qu'il y avait grosso modo deux causes, l'hémorragie méningée et l'infection des méninges, la méningite. Qu'est-ce qui peut faire pencher plus vers l'un, plus vers l'autre? Là, typiquement, il y aura deux éléments. La fièvre à 39 degrés, qui va plutôt nous orienter, comme je le disais, vers une pathologie infectieuse. Donc, plutôt vers la méningite. L'autre argument, et ça je suis un peu vicelard, Dieppe. Dieppe, je ne sais pas si vous savez, Dieppe c'est un petit village de Haute-Normandie dont je suis d'origine. Et qui est très connu. En fait, c'est une zone qu'on va appeler endémique de la méningite. Il y a beaucoup plus de cas qu'ailleurs en France de la méningite. Donc en fait, le fait qu'il vienne de Dieppe, le fait que ça soit typiquement ce qu'on va appeler le terrain parfait de la pathologie, donc un jeune homme d'à peu près cet âge-là, qui présente ce tableau typique et en plus avec d'une bonne fièvre, on va penser en premier lieu à la méningite et on pourra faire les examens et la prise en charge spécifique pour la méningite. Disons Pour peu qu'on soit par l'habitude, habitué. il y a un raccourci Voilà. qui permet déjà de traiter beaucoup plus rapidement. Et tout ça, en fait, ça va être grâce à l'analyse sémiologique de ce que nous rapporte le patient. Voilà. Et la boucle est bouclée. Je pense avoir fini mon diapo et je finis avec la superbe image de Dr Mario. Et je vous remercie de votre attention si vous avez réussi à me suivre jusqu'au bout. Alors, Il me reste 45 minutes. Moi, Mais fallait le dire. En conclusion, moi je dirais quelque chose. C'est qu'avec le nombre de mots que Julien a débité et le nombre d'explications qu'il a dû donner, c'est pas pour rien qu'il faut pas mal d'années avant d'être médecin. En tout cas, si j'ai pu vous faire comprendre certaines choses, vous faire découvrir certains aspects de la médecine, si je vous ai donné envie d'en savoir plus, faites-le moi savoir. Et je reviendrai avec plaisir pour approfondir tout ça et partir. J'ai plein d'autres sujets à approfondir. Ouais. Et voilà. J'attends vos retours avec impatience. J'en ai besoin pour me motiver, pour avancer, pour revenir. Peut-être est-ce que tu peux les rejoindre sur l'IRC du coup? Je vous rejoins avec plaisir sur l'IRC. Que ça soit pour vous me donner vos retours ou vous me poser des questions. Même si je sais que c'est parfois difficile d'avoir des questions sur ce genre de sujet qui est assez spécialisé. Attention, c'est pas comme les notaires en ligne, hein, c'est pas une hotline. Voilà, je fais pas les consultations par télémédecine. Mais bon, ça va, on est entre potes, on est entre copains, je vous fais confiance. Voilà, stop, on me fait signe que là il faut que j'arrête. Voilà. C'était ma dernière intervention de ce soir. Donc je ne vous reverrai pas face caméra, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne fin de soirée à tous, bon courage pour la suite il y a encore plein de choses, restez en ligne, et puis...